Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de l'Éthiopie avec le grand barrage de la Renaissance qui est achevé malgré les oppositions. Mais avant d'aborder ce sujet, j'ai promis de faire un dernier tour sur le cas du Mali. Et donc, chers invités, rapidement, vous allez résumer vos dernières interventions sur le sujet du Mali en un dernier tour. Je commence par vous, Eric. Oui, justement, je disais qu'il faut que nos oppositions repensent leur stratégie de lutte. Car la démocratie à l'européenne, à l'occidentale, n'est pas totalement huilée chez nous. Des gens ont pris, le président Chirac l'avait dit en Côte d'Ivoire et ça a fait un tollé. Il a dit clairement que ce que nous avons mis 100 ans à faire, à mettre en place, comment voulez-vous le faire en quelques années? Et là, je crois qu'il faut que chacun se dise, mais il faut que le système soit huilé et que tout le monde accepte. C'est vrai qu'ailleurs, ça se passe, mais c'est avec beaucoup de conséquences. Vous voyez, mon frère Donatien disait tout à l'heure que les États-Unis, c'est 4 ans, chaque 4 ans. Oui, mais le système est déjà là. Et vous voyez, par exemple, il y a les démocrates qui venaient de partir, il y a un républicain qui arrive, il remet en cause tout ce qui avait été fait par le démocrate. Quand je prends par exemple le système de la santé, où aujourd'hui, les citoyens n'ont plus d'assurance maladie. Donc, c'est des situations qu'il faut qu'on regarde véritablement quand on est politique. Merci beaucoup. Eric Johnson, Donatien Ouessa, un dernier mot sur le Mali. Un dernier mot sur le Mali, c'est juste pour dire que dans certains États, dans certains pays, il y a des dirigeants malhonnêtes qui ont de la mauvaise foi. C'est la raison pour laquelle ils ne font pas bien. Mais à côté d'eux, il y en a qui font bien. Donc, quand il s'agit de gérer un pays, il faut savoir le faire en laissant son nom. Quand vous le faites bien, aujourd'hui, on a des références. Qui parle mal de Abdou Diouf? Personne. Parce qu'il en avait fait un peu bien dans son temps. Donc, juste, moi, j'en appelle à la conscience. Je te fais savoir, que Abdou Diouf a fait 20 ans de pouvoir. On garde quand même bien de lui. Hein. Il a fait 20 ans de pouvoir. On garde bien de lui. Donc, juste pour dire qu'il y en a qui sont de mauvaise foi, ou soit ils ont un entourage qui veulent garder leur prébande, leurs intérêts, et qui le conseillent mal. Merci beaucoup. À vous, Donatien Ouessa. Bon enfant, Bovi, vos derniers mots sur... Bon, moi, je voudrais dire quand même que si vous voulez copier quelque chose, il faut copier ce qui est bon. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur la vie de nos parents qui vivaient ou bien nos grands frères qui ont vécu quand le vent de l'Est a soufflé. C'est-à-dire que c'est un système de l'oppresseur vers l'opprimé. Vous comprenez? Ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas de choix. Le vent de l'Est qui soufflait, quand toi, tu es président en ce moment, tu ne veux pas suivre ce vent, mais tu n'es plus là. Et vous en connaissez mieux. Les gens en ont succombé quand ils voulaient aller contre cela. Donc c'est ce qui a fait que ça se pérennise. Aujourd'hui, lorsque nous savons que nous sommes dans une émancipation, est-ce que c'est toujours normal de continuer, c'est-à-dire de se prêter au front pour des gens, c'est-à-dire que les choses que les Européens ont mûri, comme Eric vient de le dire, qu'on a construit 100 ans, et nous, ça a commencé en 90, on veut tout à l'heure que ce soit comme celui qui a fait 100 ans avant de l'avoir. C'est de ça, cette question que moi je me pose. Aujourd'hui, nous pouvons créer notre propre démocratie, compte tenu de nos valeurs traditionnelles et compte tenu de nos valeurs culturelles. Parce que les Blancs ont tenu compte de ça avant de mettre en place leur structure. Avant, la gérontocratie est mieux. Aujourd'hui, on voit que la gérontocratie, c'est mieux que la démocratie. La gérontocratie avec les vieux qui ne veulent pas partir? Non, attends. Mais dans la paix, les vieux ne veulent pas partir. Toi-même, tu es d'accord quand le vieux ne veut pas partir. Ce n'est pas aujourd'hui dans la démocratie, quand le vieux ne veut pas partir, tu n'es pas d'accord. Il y a des vieux qui ne font pas bien. Vous savez, non. Il y a des vieux qui ne font pas bien. On ne va pas en faire tout un débat. Merci en tout cas pour vos contributions. Alors, je reviens à vous, Donatien. Vous parlez à présent de l'Éthiopie qui vient d'annoncer ce jeudi, à travers son Premier ministre Abiy Ahmed, devant le Parlement, la fin des travaux de remplissage du grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Un barrage, vous
porté par le Premier ministre Abiy Ahmed, et le projet qui s'est heurté à l'opposition des pays situés en aval du Nil, notamment le Soudan et l'Égypte, qui craignent que l'exploitation des eaux du Nil pour ce barrage qui est censé être le plus grand du continent avec une production à terme de 6000 mégawatts. L'Égypte et le Soudan se sont opposés. Abiy Ahmed estime qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Le barrage sera mis à contribution pour le développement non seulement de l'Éthiopie, mais aussi des autres pays. L'Égypte craint que ce barrage ne réduise les débits des eaux qui viendraient à son pays, puisque on le dit généralement, l'Égypte est un don du Nil, voilà, et le Nil qui est le principal fleuve à travers lequel l'Égypte a su faire son électricité et surtout son agriculture. Le grand barrage est opérationnel, il sera bientôt inauguré et ce sera en septembre. Oui, le méga barrage de Renaissance est opérationnel et qui fait craindre quelques risques aux pays voisins. Je parle là-bas de l'Égypte et puis du Soudan qui sont en aval. Ils ont raison. Mais je pense que le quiproquo qu'il y a entre eux, c'est un défaut de communication. Et Abiy Ahmed, qui est comme un vendeur qui ne peut jamais dire que sa soupe est fraîche. La soupe doit être chaude, même si c'est à 17h. Il leur dit que ça n'a pas de problème à causer. Mais moi, je pense que le Nil, ce barrage touchera forcément le Nil. Et ça pourra rejaillir sur l'Égypte et puis le Soudan, qui sont bien sûr en aval. Et je ne sais pas, depuis 2011 que le barrage a commencé à être construit, est-ce qu'il y a eu de vrais pourparlers et des négociations sur comment cela doit être fait pour que ces pays en aval ne manquent pas d'eau après? Ce qui a achevé un conflit d'une manière froide entre les trois pays. L'Égypte et le Soudan ont saisi les organisations internationales, sauf que finalement, les deux pays eux-mêmes entre eux ne se sont pas compris et l'Éthiopie a continué par faire son barrage, à le remplir de façon unilatérale. Finalement, la troisième étape du remplissage est bouclée, le barrage est prêt. C'est l'unilatéralisme-là qui est en train de causer le tort, parce que je pense que les trois pays sont frontaliers. Et quand ils sont frontaliers, c'est qu'ils se doivent de cohabiter ad vitam aeternam. On ne va pas déplacer l'Éthiopie pour aller quelque part et le Soudan détaché. Non, ils vont toujours cohabiter. Et quand Abiy Ahmed ne sera pas là, Abdel Fattah et Abdel Sisi ne sera pas là, les autres, il y aura toujours d'autres personnes qui vont être dans leur pays respectif. Donc, je pense que le défaut de communication qu'il y a eu entre ces trois pays-là va en crescendo et va causer des torts. Il n'y a pas à mentir. Ce méga barrage causera du tort au Nil, qui alimente un tant soit peu le Soudan et l'Égypte. Donc je pense que les deux pays, disons les trois pays, se doivent de se retrouver pour parler en vrai. Et Abiy Ahmed devrait quand même mettre un peu de l'eau dans son vin. Ici, il ne s'agit pas du Tigré, mais il s'agit du Soudan et de l'Égypte. Ce méga, bon, moi, c'est la construction qui m'a impressionné. Un travail débuté depuis 2011 et presque achevé, quasi achevé en 2025. C'est à féliciter. Et cela va générer assez d'électricité. Et puis, disons, ça va permettre à ce que l'agriculture, parce que le barrage va donner de l'eau et ça va permettre à ce que l'agriculture puisse fleurir là-bas, mais pas au détriment d'autres pays qui utilisaient très bien le Nil, là, qui va aller en grande partie dans les gérants de l'Éthiopie. Je pense qu'ils se doivent de se reparler encore. Ce n'est pas le Tigré, cher monsieur Abiy Ahmed. Ici, c'est l'Égypte et le Soudan. Merci beaucoup à vous, tout l'ancien. Effectivement, Abiy Ahmed sait que ce n'est pas le Tigré. Mais il a quand même pu s'imposer face à l'Égypte et au Soudan pour réaliser et conduire le projet à terme. Le grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie est au complet, finalement rempli en dernier ressort. On attend de l'inaugurer en septembre prochain. Annonce faite ce jeudi par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Bon, ce n'est pas qu'il s'est imposé, mais c'est qu'il a une vision, il veut aller au bout, et voilà, il y est arrivé. Aujourd'hui, la question que je me pose, je me dis, qu'est-ce que le Nil est une propriété d'un pays?
le Nil... Sauf que plusieurs pays partagent Non, le il y a Nil. pas- Et il y a si pas un de pays souci. situé en amont Oui. bloque les eaux, ceux qui sont en aval ont des difficultés Ouais, d'accès à je l'eau. dis- En fait, c'est le problème, c'est comme ça que le problème a été Bien posé. évidemment. Je dis, il n'y a pas de réponse à ma question. Je dis, est-ce que le Nil, qui est un élément naturel, est une propriété d'un pays? Non. S'il y a Non. une rue, hein, Non, devant, naturellement ce n'est pas la non. propriété d'un Naturellement pays. non. Et aucun pays, Mais ça veut dire normalement, ne que devrait en maintenant, faire sa justement, propriété. maintenant, le problème, c'est qu'il y a des pays qui sont en aval Oui. et d'autres sont en amont. amont. Ouais, non. Oui. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en aval puissent bénéficier du bienfait du Nil et ceux qui, par géographie et par le sens de Dieu, les ont mis en amont, ne doivent pas en En bénéficier? aval, vous parlez d'Adam. Je parle de ceux qui sont en aval. Oui. Ils crient que celui qui est en amont Oui. ne devrait pas bénéficier. S'il doit bénéficier, il faut qu'il y ait une concertation tripartite Bien sûr, entre eux. bien sûr. Non, quand l'Égypte bénéficiait de cela, mais il a posé quelques questions à l'Éthiopie. Je rappelle C'est ça le que problème. Dans la géographie, l'Égypte est justement en aval. Oui, en et aval. donc, dans le cours du fleuve, Oui. l'Égypte est le dernier pays. Et donc, s'il exploite, il ne bloque aucun pays en aval. Nous n'allons pas polémiquer sur ceci, selon moi. Parce que quand nous savons que le Nil n'est pas une propriété d'un pays, Ouais. le Nil aurait été la propriété de l'Égypte, je ne crois pas, à mon sens, que l'Éthiopie va faire une aventure pour vouloir construire un barrage. Vous comprenez? Mais il faut comprendre quelque chose aussi. J'espère que si l'Éthiopie a tenu tête à ces deux pays en construisant ce barrage, cela veut dire que dans leur plan de construction en amont, il y a des spécialistes qui ont fait peut-être des études pour savoir que même ça ne doit pas, même avec la construction du barrage, ça ne va pas causer tellement de tort à ceux qui sont en aval. En tout cas, et c'est c'est ce que pourquoi, dit Abiy Ahmed quand il justement, dit que il ce a barrage bien dit n'a que pas ça ne apporté une causera seule pas de goutte problème. d'eau au barrage d'Assouan, par d'Assouan. exemple, en Égypte. Mais est-ce que, quand c'est des Éthiopiens qui font cette étude, quand ils voient la vision du Premier ministre Abiy Ahmed et Oui. tout l'intérêt que cela pourrait apporter, Oui. est-ce qu'il n'y a pas de risque de minimisation des conséquences d'une telle exploitation pour dire, même si on le fait, ils auront un peu d'eau, donc c'est suffisant pour eux? Justement, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'est pas imposé, mais il a une vision. Ouais, non. Il n'est pas le seul là-bas. Je Il n'est dis pas le seul. que quand le Soudan et l'Égypte utilisaient le Nil en ce moment, mais l'Éthiopie était là. Ils sont en aval. Maintenant, l'Éthiopie a commencé par aussi goûter des bienfaits du Nil. Lui, il est en amont. Ce n'est pas une situation d'amont et d'aval. C'est une situation, je dis, il y a des spécialistes qui auraient fait des études et qui auront su que, même avec le barrage là, qui aurait fait du bien à certains Éthiopiens qui peuvent aussi, quelle que soit leur position en aval ou en amont, qui peuvent bénéficier des bienfaits du Nil, ils auraient dû faire des études pour savoir que, bon, même avec cette construction du barrage, ça ne peut pas quand même empêcher d'autres de... Même quand on dit que l'Égypte vit 95% dépend de l'eau. Mais ça veut dire que l'Égypte doit dépendre 95% et l'autre 0%. Il est Quand en le Nil est aval. Il est en aval. ce n'est pas une question d'aval et En amont va bloquer. d'amont. Aujourd'hui, vous savez, le débit que produit le Nil, ce n'est pas petit. Quel est le débit que le barrage là va prendre? Et quand on va le soustraire du débit général que produit le Nil là, ça va faire quelque chose. Bon enfant, Moi, mon problème pour est le simple. bien, ok. Mon problème est simple. J'aurais souhaité quand même que... Je sais que si l'Éthiopie allait à cette concertation tripartite, ils vont agir sur elle et ils seront obligés d'arrêter leur travail. C'est pourquoi, à un moment donné, mais eux aussi, ils font des tapages pour que leur vision aille au bout. Vivement que ce barrage-là ne trouve pas, ou bien ne crée pas de problème aux Égyptiens ou aux Soudanais, que Dieu n'a pas légitimé, que c'est eux seuls qui pourraient être les bénéficiaires de ce que lui-même il a créé. Merci beaucoup à vous, bon enfant Agbovi. Je rappelle que le fonctionnement d'un barrage, c'est de stocker l'eau dans des réservoirs et de les ouvrir pour faire tourner des turbines. Oui. Et du moment où on fait le remplissage et qu'on stocke l'eau, ceux qui sont de l'autre côté, à la finalité du cours d'eau peut-être, n'auront plus assez d'eau puisque la grande quantité d'eau est stockée au début au niveau de la source. Ça doit permettre à l'Égypte et au Soudan aussi que si le Nil tarissait, comment il allait faire? Si le Nil tarissait,
Ça, cette disposition, justement... Et le barrage allait faire comment? Je dis, justement, si ça tarissait, vous allez voir que l'Éthiopie n'allait pas courir pour faire ceci. Comme ça ne tarit pas, et l'Éthiopie voit que c'est les deux là qui bénéficient de ça. Lui aussi, il a compris et il a fait quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de cela. Maintenant, ce qui va s'en suivre, ben nous, on ne sait pas. Merci beaucoup à vous, mon enfant Bobby. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de cette question. Eric Johnson, Abiy Ahmed a annoncé que le grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie est presque prêt. À travers ce barrage, l'Éthiopie veut réaffirmer sa supériorité dans l'est du continent africain, et surtout dans la corne de l'Afrique. Ce pays exploite les eaux du Nil bleu, ce qui pourrait poser des problèmes aux autres pays comme le Soudan et l'Égypte qui sont situés en amont, en aval plutôt, du fleuve, qui craignent que le tarissement du Nil puisse leur provoquer des dommages en matière d'exploitation des sources en eau. Alors, tu viens de donner une définition d'un barrage hydroélectrique où on stocke de l'eau. Une définition caricaturale. Hein? Oui, et non, ça explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, si Abiy Ahmed dit qu'il va inaugurer son barrage en septembre, c'est qu'il a déjà rempli son barrage d'eau. De façon unilatérale. Et parce que c'est en 2011 qu'il y a eu cette tension-là et l'Éthiopie a pris soin d'expliquer à ses voisins, tous les pays qui sont sur le Nil, qui partagent ensemble ce fleuve-là, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Égypte et le Soudan. Et donc, l'Éthiopie a quand même pris soin de leur expliquer que ce barrage-là ne va pas leur causer tant de problèmes, même si l'eau du fleuve Nil sera stocké pour faire tourner le barrage. Est-ce que c'est pas parce que l'Éthiopie veut l'exploiter qu'il dit ça? Alors, ou bien qu'elle dit cela? Oui, et je voudrais dire, dans son allocution à l'Assemblée nationale, Abiy Ahmed a dit que ce barrage-là est le fruit de la coopération entre tous les pays qui utilisent le Nil, qui ont le Nil en partage, et ça va être le fruit de bénéfices mutuels. Ça veut dire que avoir 6000 mégawatts, c'est très grand par rapport à ce que nous avons l'habitude de dire. Au Togo, à l'heure actuelle, nous n'avons besoin que de 360-380 mégawatts pour couvrir tout le territoire. Et c'est ça qui a fait que nous continuons pas à aller chercher l'énergie dans les autres pays. Et nous-mêmes, sur place, on ne produit pas plus de 200 mégawatts. Et donc, Abiy Ahmed dit que c'est vrai que c'est un projet éthiopien qui va coûter et qui a coûté plus de 4,2 milliards de dollars, mais que ce sera bénéfique pour tous les pays. Financé sur fonds propres. Mais qui va permettre quand même à l'ensemble des pays qui sont voisins là aussi de bénéficier de l'énergie qui sera produite à travers ce barrage. Cette énergie-là sera vendue, bien sûr. Et évidemment, et c'est de bonne guerre. On a l'habitude de dire que le fleuve Zaïre, au Congo, le fleuve Congo finalement, mais si on arrivait à construire un barrage de ce type-là, peut-être encore plus grand sur le fleuve Congo, ça alimenterait tous les pays africains en même temps. Et donc, je crois que ce projet-là, en réalité, va permettre de régler un grand problème, le problème énergétique que nous avons sur le continent. Et donc, je crois que attendons de voir et quand le barrage va fonctionner en plein régime,
ce que ça va causer comme difficulté pour les autres pays. En réalité, le Soudan et l'Égypte craignaient pour l'utilisation de cette eau-là qui ne serait plus suffisante pour ces deux pays. Alors, je voudrais revenir à vous, peut-être, bon enfant Agbovi, puisque vous parlez de la propriété de cette ressource naturelle qui est le fleuve Nil. Quand l'Éthiopie insiste pour exploiter et de façon unilatérale, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est comme ça que ça s'est passé, pour le remplissage, pour le projet, les autres pays situés en aval n'ont pas réellement adhéré, mais l'Éthiopie a insisté. N'est-ce pas plutôt l'Éthiopie qui avait l'idée selon laquelle ce fleuve prend sa source chez nous, puisque le Nil bleu vient de l'Éthiopie, ça vient du lac Tana qui vient en Éthiopie. N'est-ce pas plutôt là la raison qui a poussé l'Éthiopie à insister, à persister et finalement mettre sur pied son grand barrage, se disant ça commence chez nous, et donc c'est notre fleuve, vous en bénéficiez en tant que peut-être colocataire ou bien je ne sais quoi. En tout cas, c'est toi qui le dis. Hein. Non, je pose une question. C'est pas moi. Mais si l'Éthiopie pensait comme ça aussi, c'est de bonne guerre. Hein. Ce que je ça voudrais ne va dire, pas en contradiction avec ce que vous défendez tout à l'heure? Non, ça ne va pas en contradiction. Moi, je suis clair dans mes propos. J'ai dit que l'Éthiopie, depuis, on n'a jamais entendu ou bien écouté quelque part que l'Éthiopie a fait un projet majeur qui doit toucher directement le Nil. Ça, à ma connaissance, non. Le plus grand projet que l'Égypte a pu prendre le temps pour mettre sur place, c'est ça, ce barrage. Et ce barrage-là, l'Éthiopie. Et ce barrage-là ne doit pas en réalité servir seulement qu'aux Éthiopiens. Hein. Ça veut dire que quand on parle de méga barrage, c'est pas petit. Et on dit même que c'est le plus grand. Voilà, en Afrique, c'est le plus grand. Ça veut dire que ça peut desservir encore d'autres. Je crois que peut-être Tanzanie, les pays... le Kenya... Quand l'Éthiopie a réuni les gens là pour leur expliquer leur projet, mais je crois que Tanzanie, Burundi, etc., avaient compris que, bon, il peut arriver qu'avec ce barrage-là, lorsqu'il aurait pénurie énergétique chez eux, mais ils peuvent, par la coopération, ils peuvent en avoir. Puisque c'est des pays qui ne sont pas trop distants. Justement, les pays sont dans la même zone, mais n'ont pas la même situation géographique. Quand on prenait par exemple la Tanzanie, quand on prenait l'Ouganda, quand on prenait le Kenya, ils ne partagent pas le Nil bleu. Donc les eaux du Nil ne leur posent pas de problème. Qu'on exploite à 100% les eaux du Nil, ça ne leur pose pas de problème. Mais ça pose des problèmes au Soudan, où le Nil bleu et le Nil blanc viennent se joindre pour aller finalement en Égypte. Donc ceux qui ont des problèmes normalement de l'exploitation de l'eau, c'est le Soudan et l'Égypte, puisque le Kenya que vous évoquez peut-être... Non, le Kenya ne partage pas. C'est ce que je dis. Le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, ces pays, ils sont dans la zone, mais ils vont profiter de l'électricité issue de la transformation de l'eau, mais ils n'ont pas de bénéfices à tirer directement du Nil bleu. Donc pour eux, le problème ne se pose pas, bien évidemment. Mais écoutez, le Nil est une richesse africaine. Hein. Bien sûr. C'est une richesse africaine. Mais beaucoup plus que les pays qui le partagent. Mais il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui peuvent le partager directement ou indirectement. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire, je dis que l'Éthiopie n'a pas l'idée de dire que comme le Nil a pris source chez nous, c'est notre propriété. En tant que tel, nous pouvons l'utiliser comme nous voulons. C'est pourquoi j'ai dit. Et quand j'ai dit ceci tout à l'heure, tu n'as pas dit le contraire. Je n'ai pas dit. Il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions en amont. Des discussions sur lesquelles les autres pays n'étaient pas d'accord. Oui, quel pays? L'Égypte et le Soudan surtout. Puisqu'ils croient qu'ils se trouvent en aval. C'est pourquoi. Ils croient. En aval. Jusqu'à présent. Rapidement pour que jusqu'à présent. Depuis 2011 qu'on construisait ce barrage. Ouais, non? Et Eric vient de dire tout à l'heure que lorsque le président dit le Premier ministre dit qu'ils vont l'inaugurer, ça veut dire que le barrage est déjà plein. Oui. C'est compris, non? Ça veut dire que c'est déjà prêt, quoi. Oui. Vous comprenez? Est-ce que jusqu'à présent, que le barrage là soit plein, est-ce que c'est de ça que l'Égypte ou bien le Soudan se plaint? Parce que depuis que le barrage là est plein, ça veut dire que ça cause de problèmes, ça leur cause de problèmes. Ça ne vient non, que justement. De commencer. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Bon enfant Agbovi. Et Donasi, rapidement, une deuxième prise de parole. On parle de projets sûrement qui ira à long terme.
ça ne sera pas utilisé sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr. Ça sera à long terme. Et c'est des... on est en train de voir des risques éventuels. Donc, c'est de bonne guerre que ces pays... Ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions. Quand il y a risque, tu prends des dispositions. C'est de bonne guerre que ces pays sont en train de tirer sur la sonnette d'alarme en disant que ça pourrait nous causer préjudice à la longue, parce que ça pourrait tarir un peu le Nil qui nous défavoriserait. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter les 4 milliards de dollars que l'autre pays a. Justement. C'est l'occasion de se retrouver encore peut-être dans un accord peut-être tripartite, parce que ces 3 pays ont encore moins ce Nil-là. C'est l'occasion de se retrouver encore pour un accord tripartite, mais une discussion tripartite. C'est pas de la guerre, mais c'est juste pour comprendre et puis mettre des garde-fous pour que ça ne soit pas utilisé à outrance, pour que eux ils soient pénalisés. Merci beaucoup. Eric, un dernier mot. Le Nil est africain. Si le Togo était plus proche un peu, nous aussi nous allons penser faire quelque chose parce que le Nil est africain. Nous avons aussi des fleuves qu'on peut exploiter. Il y a le Mono, il y a le Loti. Mais il y a des projets pour ça. Oui, et justement, il faut le faire. Et ces projets sont où là? Non, ce qu'il faut dire ici, c'est que, évidemment, lorsque le projet a été annoncé, il y a eu des dissensions, mais à la fin, des gens ont discuté. Et c'est sûr que nous n'avons pas les termes de cette discussion-là, mais c'est sûr que si, depuis 2011, ça fait 15 ans qu'on est en train de faire les travaux. C'est ce qui a traîné d'ailleurs la réalisation de ce barrage. Justement, c'est des négociations qui ont permis quand même aux 2 pays qui étaient au front de permettre finalement à l'Éthiopie d'achever quand même son projet. Et je crois que si cela devrait porter préjudice forcément à ces 2 pays-là, ce projet-là n'irait pas à terme. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.